Salut à tous, bienvenue sur Blabla Média, le podcast. Aujourd'hui, petite interview avec Sofiane. Sofiane, le head coach, le coach principal de la team AFC Roubaix. On va parler de son club, on va parler de lui, de sa fonction au sein de son club et on va parler de MMA surtout. Sofiane, je te lance. Sofiane, aka SB. Pourquoi justement SB? Et c'est mes initiales simplement. C'est juste mes initiales Les initiales du nom et du prénom? du prénom. Ouais. Ouais, vas-y, Sofiane, head coach de l'AFC. Ouais. Sofiane, comment? Sofiane Boulouad. Sofiane Boulouad. Mais les gens ils ont retenu SB, c'est resté comme ça en fait. Ouais, ça dérange pas, tout le temps t'appelles SB, SB. Non, non. Moi, je réponds même plus quand on m'appelle Sofiane, tu vois. Tu te mets en blacklist, tu réponds pas, tu décroches pas. Yeah. En mode avion. Sofiane, avant qu'on commence le podcast, dis-moi si tu en as, j'espère que tu en as avec tes années dans le sport, dans les MMA. Donne-moi une anecdote que tu as eue avec, que ce soit à l'entraînement ou en partant en compète avec un de tes combattants, une anecdote rigolote qui t'est arrivée comme ça, imprévue. Il y en a plein comme ça, t'as vu, il n'y en a pas une qui vient. Une qui, voilà, qui fait aller aux toilettes. Euh, Ouais, comme ça, il faut que je réfléchisse. Mais j'en ai plein, t'as vu, j'ai fait trop de départs avec les combattants, avec le club. Euh, je vais réfléchir, peut-être elle viendra à la fin. Vas-y, réfléchis, on va te laisser du temps, il n'y a pas de souci. Donc, SB, dis-nous, t'as quel âge et d'où tu viens? 32 ans, je suis originaire de Roubaix, Originaire Roubaix. Quel quartier de Roubaix? au Fresnois. Fresnois. T'as grandi dans un bon milieu, ça va? Dans un, peut-être, je sais pas, peut-être d'un héritage blindé. Ah non, d'un- d'un- je suis un milieu modeste. modeste. Ouais. Ouais, je suis pas riche, j'ai jamais été riche. Et après, je suis né à Roubaix, j'ai grandi à Roubaix. Donc, Ouais. après, ça forge, tu vois. Mais non, je suis d'un milieu normal. J'ai pas, Normal. je mangeais pas à ma faim ou j'avais froid l'hiver, c'est pas vrai, je vivais normal. Tu vivais normalement, quoi. Tu partais en vacances quand il fallait. Il y avait des mois un peu plus Modeste, durs. modestement. Modestement, voilà, modestement. Et c'est quoi ton histoire avec le sport? Comment que t'es parti dans la filière sportive? Ben déjà, j'avais pratiqué juste pour pratiquer un sport, perdre un peu de poids. J'avais pas de sport spécialement qui m'intéressait et Ouais, tu te disais on va tester football, non, basket, je on va. vais pas te mentir, j'ai commencé directement par ce sport, tu vois? Ah ouais, par le J'ai jamais MMA. j'ai jamais rien testé d'autre et à part les sports que je pratiquais à l'école, j'avais rien fait et je savais pas trop quoi faire et je pense Mhm. que c'était ce sport qu'il me fallait parce que je me voyais pas avec un sport, Collectif ou quoi? Football, une de 2 un sport avec des règles, ça veut dire, la boxe en elle-même, je voulais pas, la lutte en elle-même, je voulais pas et le plus adapté à ça, c'était le MMA. mmh. Les sports collectifs, bon, on va parler voilà, du football, c'est le sport le plus connu au monde. Ah. Ça n'a jamais été un truc, tu voyais, Non, je sais pas, la j'ai coupe du fait monde, l'Euro. des trucs et tout, mais non, après le sport, le regarder à la télé, ouais, ça me dérange pas, j'aime bien, surtout quand il y a des Pratiquer. matchs de l'enjeu, mais sinon, pratiquer, m'inscrire en club, non, jamais. Non et tu as toujours préféré un sport, individuel que collectif avec une équipe, voilà, comme le foot, le basket, le hand. Tu voulais faire un sport individuel? Préféré, ouais et non, dans le sens où j'ai jamais essayé, en fait. Peut-être Ah ouais. que, si j'avais essayé directement le foot, j'aurais kiffé. Donc moi, j'ai pas eu la chance d'essayer le foot ou le basket ou
Donc, surtout en club, donc j'ai jamais eu cette chance. J'ai commencé direct par ce sport, c'était individuel. Mhm. Euh, et pour moi, non, ça ne l'est pas, parce que je t'expliquerai peut-être après pourquoi ça ne l'est pas. Mais Ouais. pour moi, c'était ce qu'il me fallait. Et comment tu as connu le MMA et t'avais quel âge? Je devais avoir 17 ans, je crois. 17 ans. 17 ans, ouais, 17 ans. Je l'ai connu en regardant des vidéos, en me renseignant un peu. Et à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul club qui pratiquait ce sport. C'était, je te parle de moi quand j'étais jeune, c'était le KGB, Ouais. David. Ouais, le KGB, là, avec David, Daoud. Il y avait aussi un ancien, là, comment il s'appelle? Michael, Ah, comment? Michael Del Valle. Voilà, Michael Del Valle. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Il est toujours dans. Pas de news. Pas de nouvelles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est un bon gars, tu vois. Non, Euh, je connais pas, moi, mais je sais ouais, que tout le monde me dit que c'est l'un des premiers qui avait fait, en plus au KGB. ouais, c'est ça. C'était quelqu'un qui avait faim. Franchement, c'était quelqu'un qui avait faim. Et des gens comme lui, dommage qu'ils ne sont pas présents à notre époque, parce que à son époque, il n'y avait pas grand-chose et il y avait faim, tu vois. Ouais, fallait remonter les manches 2 fois plus par rapport à maintenant. Hein. Il n'y avait Ouais, pas de compétition, c'était interdit. non. En France, c'était soit du pancras, ou sinon, si tu voulais vraiment du MMO, c'était à l'étranger. Ouais. Ouais, c'était compliqué cette période-là. C'était dans les années début 2000, ça. Ouais, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Sofiane, moi, ça fait quelques années que je te connais, qu'on se connaît. On s'est connus au club de JJB à Lycée Lannoy, chez Guy Chotard, en Ouais. grappling, tu vois, quand j'allais de temps en temps en grappling avec Daoud, justement. Euh, Moi, j'ai commencé en 2012. Ouais, en 2012. Ça va faire 10 ans, je crois, hein, 10 ans. Donc, il y a 10 ans, tu m'as dit que tu avais 32, il y avait 22 ans. Moi, je t'ai toujours connu, moi perso, hein, en tant qu'avoir une filière de coach. Tu vois, tout le temps accompagné de petits jeunes un peu plus jeunes que toi, les accompagner, de leur donner des cours. Comment elle est arrivée, toi, cette filière comme ça, tout de suite, en tant que coach, très tôt en plus, tu vois? Bah, en fait, c'est venu tout seul, dans le sens où, bon, après, quand le club y avait fermé, ça remonte. On s'est retrouvé un peu à débrouille, on va dire. Moi, Ouais. j'avais plus autant d'engouement, on va dire, pour ce sport, dans le sens où c'était galère pour s'entraîner, c'était galère pour combattre, c'était galère pour tout. Et après, par la suite, moi, j'étais quasi à 2 doigts d'arrêter. Ah ouais, Mais carrément. À cause des galères de compète, d'entraînement, de salle, de. peut-être, c'est un milieu un peu, quand tu le connais bien, le milieu, tu sais très bien, de toute façon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, dire, c'est un milieu où c'est de la médisance, c'est de la jalousie, c'est bref, Et c'est pourquoi il y a ça? Excuse-moi, pourquoi il y a ça? Parce que c'est un sport jeune en France, enfin, et par rapport à d'autres sports, hein, comme, je sais pas moi, la boxe thaï, le kickboxing, la boxe anglaise, et que c'est un sport jeune où certains, faut pas, en professionnel, tu as des combattants qui gagnent vraiment des clopinettes. Au début, quand tu commences tes pros, tu as sûrement des combattants qui combattent pour 400 balles, 500 balles, 600 balles. Donc c'est très peu par rapport à l'engagement d'un combattant, d'une équipe, d'un staff. Donc il n'y a pas d'oseille, grosso modo. Et comment ça se fait? Il y a justement cette médisance, cette jalousie. C'est pas comme si qu'il y avait des combats à, je sais pas moi, 15 000, 20 000, 30 000 euros, tu vois. bah, en fait, c'est juste de l'ego, en vrai. Tu as vu, Ah ouais, ouais, ouais. c'est de l'ego, c'est des fois de la jalousie gratuite. Après, pas forcément que envers moi, hein. Ça peut être envers, mon équipe, envers plein de choses, tu vois? Et après, c'est l'ego, je pense. C'est juste ça, c'est des C'est guerres de, juste de l'ego, c'est un truc comme ça gratuit. ah, c'est ça. Après, les réseaux sociaux aussi, ils y sont pas pour rien, tu vois?
Ouais, Genre, ouais. c'est plein de choses. C'est plein de choses. Ouais. Mais je trouve que c'est dommage parce que voilà, au lieu de vu que c'est pas très, très reconnu, enfin juste, ça a été légalisé en 2019, il me semble, en France. 2019-2020. Donc voilà, il y a moins de bien performer en France et voilà, au lieu d'avoir voilà, une force commune, de monter, voilà, bien comme il faut, montrer le MMA français et il y a de la jalousie pour, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, en Ouais. espérant. Ouais, que ça aille mieux, hein, c'est sûr, sinon ça va régresser, hein. Ouais. En tant qu'œil de coach, SB, est-ce que le MMA s'est adapté pour tout le monde, n'importe qui? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut venir dans une salle de MMA et pratiquer le MMA comme les sports collectifs, football, basket, ping-pong et etc. Ouais. Ou sinon non, faut avoir, des capacités athlétiques déjà bien disposées, faut avoir fait un sport, très jeune, Pas forcément, tu vois. Après, euh, pour moi, le MMA, il est adapté à tout le monde. Après, il y a on da parle de débutants, loisirs et tout ça. Pour moi, il est adapté à tout le monde. mmh On peut aller loin dans le professionnel, tout ça, c'est différent. Ouais, faut que tu aies quand même de la bouteille. Mais sinon, pour moi, ça s'adapte à tout le monde. tout Après le ça, monde peut faire, du MMA. et après, tout dépend de l'entraîneur que tu as en face, de la pédagogie qui a à t'apporter. Ouais. Euh, euh, pour moi, tout repose sur l'encadrant, en fait. Tout dépend de la structure, de Ouais, l'encadrement du club. et après, si tu sais encadrer, tu sais que même si tu es diplômé, par exemple, chez moi, enfin, chez moi, dans mon club, ils sont tous Ouais. diplômés. Donc, tu sais qu'à des enfants, tu dois pas leur faire de combat de tel âge à tel âge, que de Mmh. tel âge à tel âge, faut commencer à les faire entrer un peu plus dans la technique, ceci, cela. Ouais, il y a Et, une et à certaine partir du moment pédagogie où à avoir. tu connais tout ça, pour moi, il y a pas de différence entre le petit, entre la fille, tout le monde peut pratiquer. Tout le monde peut pratiquer. Après, Petit bug. tu m'entends là, Sofiane? Je Ouais, t'entends, mais c'était l'image, ouais, c'est bon ouais, là. l'image elle était figée. Hem, ouais, donc s'adapter à monsieur et madame tout le monde. Après, tout dépend des objectifs de la personne. Si elle veut faire de la compète, si elle est là pour loisir, une perte de poids, sport santé, tout ça, tout dépend de la personne qui vient à la salle et ses objectifs forcément. Et de Bah, c'est l'entraîneur aussi bien, beaucoup. l'entraîneur aussi, Ouais, si c'est-à-dire? maintenant tu en face de toi, tu vas pas commencer à le mettre dans une cage et à le faire combattre entre enfants, ou il y a la pédagogie de l'entraîneur qui est aussi importante, tu vois? Ouais. Et chez toi, comme tu disais, et tout le monde a des diplômes, national et fédéraux, il me semble. Et c'est important, d'avoir une équipe où tout le monde sait, ce que doit faire sans avoir de doute, grosso modo, quand un monsieur et madame lambda rentrent à la salle. Exactement. C'est important ça. Ouais. Hem Tout le temps dans le thème du coach, hein, de ton œil de SB, c'est quoi les critères que tu as pour qu'un jeune, combattant que tu as chez toi depuis un moment, pour qu'il puisse faire de la compétition? C'est quoi que tu vois, ces critères de progression? Déjà, son assiduité, tu vois? S'il vient souvent à l'entraînement, quelqu'un qui Mmh. a peu les entraînements, on jette souvent un œil sur lui. Je suis pas le seul à Ouais. décider, on en a plusieurs, et Ouais. heu et on lui propose, ou même s'il vient nous demander, on lui dit s'il est apte ou pas à partir, combattre en amateur. Ouais, tu regardes son as c'est quoi l'assiduité? C'est une bonne assiduité pour toi, c'est combien d'entraînements, il doit être là par semaine? Au minimum 3 fois. Minimum 3 fois.
Et c'est là que tu vois une progression technique, tactique. Pas forcément, mais tu jettes plus un œil sur le gars. Tu le vois souvent, tu es là, en plus, on a du monde. Donc, tu jettes un œil, t'en parles avec les autres coachs. Euh, Mhm. Ils parlent des points d'amélioration, ceci, il est bien, il est pas bien. Et, et c'est comme ça qu'on va dire, voit s'il est apte ou pas. Mhm. Et toi, tes styles de coach comment tu vois tes combattants chez toi? T'es quelqu'un qui organise l'entraînement, qui les voit, qui propose la technique, qui voit les sparring et tout, ou bien tu as un peu un œil reculé, tu as des coachs qui s'occupent de l'entraînement et toi, tu te mets un peu de loin, mais tu as toujours ton œil et ton avis sur les combattants. Bah, en fait, moi, je pars du principe où on parle des pros là. Pro, même amateur, les deux. Euh, Déjà, on a chacun, entre guillemets, des créneaux spécifiques où on Mhm. doit s'occuper. Moi, ça m'arrive de manager, c'est-à-dire, je vais dire, par exemple, un coach, il faudrait plus travailler sur ça ou travailler sur ça ou améliorer ça ou il faudrait lui mettre telle personne en sparring. Ouais. Mais après, je leur fais entièrement confiance aussi à l'équipe. Donc, je connais leur manière de travailler, je connais leur manière de faire et ça se passe bien en général. Ouais, ça se passe bien. Ça fait un moment que vous taffez ensemble. Ouais. Ouais. Et c'est quoi aussi le critère de passer de combattant compétiteur en amateur à professionnel? C'est quoi il faut un laps de temps, un nombre de combats en amateur? Ses performances, faut qu'il gagne, faut qu'il arrache tout. C'est Après, quoi pas forcément. Ça veut dire, heu, c'est bien de tout gagner. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais quand tu prends des combats équilibrés, c'est difficile de tout gagner. Heu, donc un amateur qui gagne tout, c'est bien, mais après contre qui il a gagné? On a Brandon chez nous, Brandon Braché, Ouais. heu, à 17 ans, il a pris des adultes et il les a, comment dire? Il les a malmenés comme si, comme À l'entraînement ou en compète? à l'entraînement et en compète. En compète, à 17 ans, il prenait des gens qui avaient 27, 28 ans. Et Ouais, plus de 10 ans d'écart. ouais, et des fois, fallait des dérogations, fallait que son père il remplisse des documents. Et, Hmm. et on voyait nettement en fait, Il, il il est était au-dessus du trop lot. loin pour l'amateur. Donc là, sa majorité, l'objectif, c'est qu'il passe pro, par exemple. Ouais, c'est l'objectif du club. Et quand tu vois ça, que tu as un jeune bon prospect, que s'il déconne pas, voilà, les planètes, elles s'alignent et il y aura une bonne carrière, ça sert à rien pour toi de le laisser en amateur le temps qu'il se forge, le temps Faut qu'il qu'il... fasse faut quand même qu'il se fasse ses armes. Heu, Tu peux être une machine à la salle et dans un événement bidon, tu arrives, il suffit qu'il y a 100 personnes autour de la cage et tu perds tous tes moyens. Donc le L'aspect psychologique. ouais, exactement, le stress, heu, le fait de voir du monde, c'est plus pareil. Donc tu es obligé de faire tes armes un peu en amateur. Après obligé, Hmm. ouais, il y a des combattants qui sont passés directement pro, mais il faut goûter un peu à l'amateur pour pouvoir, passer pro. Et il y a un monde d'écart entre amateur et pro. Bah, Même franchement, s'il se balade en amateur, non? l'écart, il se rétrécit énormément. C'est l'écart. Ouais, l'écart, il se rétrécit énormément. Les amateurs, des fois, tu as envie de te dire: «Qu'est-ce qu'ils font en pro?» C'est des bêtes, ils sont ils sont bah, ils commencent par le MMA de plus en plus jeunes, ils sont formés de plus en plus jeunes. Ils arrivent, ils ont de la bouteille, tu fais même plus la différence, par moment entre Entre... un pro et un amateur, tu vois? Et Mhm. plus on avance, plus on voit que les amateurs, ça devient des monstres. Ouais, des machines. C'est le sport, il commence Mmh. à progresser, à monter. Les jeunes, ils sont de plus en plus complets hein, dans plusieurs domaines. Ouais. Euh,
T'es plutôt un gars, un entraîneur, un coach qui aime bien qui aime bien pratiquer les sparring à la salle, ou bien justement tu dis vaut mieux éviter, faut le faire, mais je sais pas quand il y a une échéance qui arrive pour préparer le combat, ou tu dis non quand même c'est mauvais pour la santé, le cerveau, tout ça, vaut mieux limiter, vaut mieux enfin, vaut mieux éviter les sparring. Non, moi, je suis quelqu'un qui est adepte du sparring. Après, on a une méthode d'entraînement et elle fonctionne, une méthode de préparation et elle fonctionne. Et pour le moment, on ne voit pas pourquoi la changer. Donc, pour moi, à partir du moment où le pro, ou l'amateur, hein, tu lui mets les bons sparring, tu lui mets les bonnes personnes, il n'y a aucun risque, tu vois. Maintenant, enfin, il n'y a aucun risque, entre guillemets. Hmm. Il y a le risque de la blessure. Mais si tu mets les bonnes personnes, normalement, il n'y a aucun danger. Et on fait en sorte de choisir toujours les bonnes personnes. D'accord, adéquat. Mais tu es plutôt le passage de sparring quand même. Il faut goûter, il faut à la préparation d'un combat, il faut faire du sparring quoi. Faut goûter. Mais bien calculé avec des sparring que tu connais, préparés pour le fighter quoi. Et justement, en parlant de sparring, t'es un coach qui, avec ses combattants professionnels, hein, pas même amateurs, mais surtout professionnels, vu que voilà, c'est une carrière, il faut la gérer, il y a un chemin à suivre. Quand tu fais des camps, comme je sais pas, tu as déjà été à la BTT faire un camp, tu es déjà parti, je crois, en Île-de-France, non? Tu es déjà parti, je sais pas, chez Hatch ou je sais pas, peut-être le MMA Factory, bon bref, peu importe l'académie. Mais quand tu as un de tes combattants qui fait un entraînement ailleurs que chez toi, où forcément les combattants de la team où tu vas, tu les connais pas forcément, ou très peu peut-être. Tu conseilles à tes combattants de justement de dire faites des combats, des sparring avec tout le monde, n'importe qui, même s'il y a des poids de différence, gabarits de différence, tu vois, il y a quand même un risque de blessure. Le combattant, tu le connais pas trop, tu sais pas si il fait des sparring bien intelligemment, ou le mec c'est un bourrin, il y a que de l'ego, il veut mettre des KO à l'entraînement. Comment tu vois ce truc-là, toi, Sofiane, SB? Tout dépend, il y a 2 choses. Est-ce que le combattant il est en prépa ou il est en prépa? S'il est en prépa, il est surveillé, même si je suis pas présent, j'ai toujours quelqu'un qui est présent, que ce soit, bah, par exemple en Bulgarie, il y avait Ilyes, il y avait Guillaume Pelletier, il y avait tout le monde. C'est des gens sur qui je sais que je peux me reposer, il y a pas de problème. Et Ouais. heu et à l'inverse, s'ils sont pas en prépa, je leur demande de prendre du plaisir et de se lâcher, de Ouais. voir d'autres personnes en face d'eux, de tester d'autres niveaux, d'autres personnes, dans d'autres disciplines, c'est aussi important, tu vois? Ouais. Mais dès lors qu'ils sont en prépa, c'est autre chose. C'est autre chose. On peut pas se parer avec n'importe qui, enfin n'importe quel inconnu que tu sais pas comment il Ouais, tourne, surtout en et comme je MMA, t'ai quoi. C'est... dit, le risque zéro n'existe pas. Ça veut dire, même comme ça, tu as vu, j'ai Mustapha, il s'est blessé, dernièrement. On a dû Mhm. décaler la date pour l'ARES. Ça arrive, tu vois? Tu peux faire ce que tu veux, ça arrive. Ouais, il y a pas de risque zéro. Et Ouais. c'était en sparring qu'il s'est blessé, ou bien c'est, je sais pas, l'entraînement, en faisant un Ouais, mouvement c'était, en sparring. Ça avait ben, après, je pense que c'était aussi de la fatigue derrière, tu vois? ouais. C'était mais mais ça va, tu vois, il a quand même continué à s'entraîner, même avec une main. Il a faim, il lâche pas. Et c'était quoi sa blessure c'était Et dû à quoi? c'était une blessure au tendon de la main. Attends, non, ça va mieux là? Bah, là, ils attendaient que l'hématome se résorbe un peu pour pouvoir Mhm. RM, donc on verra. Ouais, bien. Petite pub SB, vous êtes sur Blabla Media, le podcast. On est avec le coach principal SB de la team AFC Roubaix.
Ça va chier. Abonnez-vous, hein, n'oubliez pas sur la chaîne YouTube, on s'abonne sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On n'oublie pas surtout l'étoile, les étoiles. 5 étoiles. J'ai un bug là. Le, les 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme audio que tu écoutes, c'est pour le référencement, c'est important. On est toujours avec SB, coach principal de la team AFC Roubaix. SB, tu as tourné un peu partout, tu es parti à l'étranger, tu as des fighters qui combattent un peu partout en Europe, en Barnacle maintenant avec Quentin Domingos. C'est quoi le réel niveau du MMA des Hauts-de-France, du Nord plus précisément? On a vraiment un bon niveau, nous, en MMA? Ou bien c'est juste entre nous, peut-être on pense qu'on a des bons combattants, mais dès qu'on part un peu à l'étranger, on voit vraiment le niveau à l'étranger, quoi. Non, franchement, je vais te dire la vérité, on n'a rien à envier aux autres. Euh, Ouais, Notre seul problème, c'est que des fois, on a tendance à penser que parce que c'est Paris, donc le niveau, c'est vrai, il est uniquement, il est concentré là-bas parce que ça reste une capitale. Mais, ouais. euh, mais notre niveau dans le Nord, il y a rien à envier aux autres, même à Mais- travers le monde. On le voit en Bulgarie, on le voit partout, en République tchèque, en Angleterre, on a fait plein, tu vois, Dubaï, pareil. Franchement, Mhm. on vit aux autres et c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais, ouais. Euh, On a un vrai potentiel, un vrai bon niveau Son de talent, performance. on n'a rien à envier. Après, c'est vrai que tu as certaines structures qui ont un peu plus de matériel, de budget, de choses qui font que ça rend les choses plus beaux, ça augmente aussi certaines performances peut-être. Mais moi, je Mm. pars du principe où si tu as faim, peu importe la structure, tu peux aller loin. Justement, en parlant de structure SB, euh, une structure municipale comme toi, tu as l'AFC Roubaix, où c'est des créneaux voilà, de la ville, c'est que le soir, même si c'est ouvert toute la semaine, hein, il me semble, tous Ouais. les soirs. Euh, est-ce que, est-ce que ça en vient à une structure privée comme voilà, le MMA Factory, Nicolas Régnier, là, la LNR Fight, toutes ces structures-là privées où c'est ouvert du matin au soir? Ben, Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas une différence qui va se faire sur ça? il y a une différence, mais après, j'ai envie de te dire, même si c'est ouvert du matin au soir, c'est rarement champ libre. Ça veut dire, même si c'est ouvert du matin au soir, tu as quand même des créneaux. Ça veut dire, tu vas aller dans un club privé, tu auras toujours Mhm. les créneaux des adultes, tu auras toujours les créneaux des débutants, tu auras toujours le créneau des enfants. Donc au final, je pense que ça revient à peu près, enfin dire à peu près, ça revient au même dans le sens où ça reste des créneaux. Après, c'est vrai que tu as toujours ce luxe de venir, d'ouvrir ta salle à n'importe quelle heure et de pouvoir t'entraîner avec soit un combattant ou soit. Après, franchement, nous, on manque de rien. Ouais, On, j'ai vu, hein, vous avez une belle structure, ouais, on a une belle vous avez une structure, belle cage. on a des tournois, Euh, ouais, on, ouais, franchement, on a besoin de plus, on peut faire la demande, il n'y a pas de problème. Et ouais, dès lors qu'ils sont en condition entre guillemets réelles, ils ont une cage de compétition, ils ont des projecteurs sur la cage ils ont tout pour être bien, tu vois. ouais, il y a de la superficie, il y a tout le matos qu'il faut. Et voilà, tout en restant dans la structure SB. euh, un de tes combattants, enfin pour toi, un combattant, je ne vais pas dire un combattant, quand il y a un camp d'entraînement, est-ce que maintenant, avec ce qu'il y a en France, l'émergence, les structures, le matériel, le niveau, est-ce que quand un combattant prépare une belle échéance, doit partir à l'étranger, je sais pas moi, aux États-Unis, au Brésil, je sais pas, aux Émirats, ou bien il peut rester dans une petite structure où grosso modo, je vais pas dire c'est lui la star, mais c'est lui où il est chouchouté, où on fait vraiment attention à lui, où il y a plusieurs coachs qui sont là, qui le guident, ou il va dans le type comme Faresiam, où il va aux États-Unis,
C'était quoi la team où il est parti là aux États-Unis quand il a fait son camp? Euh, Stanford MMA. Hmm. Tu vois, en Floride, où vraiment il est mélangé avec tous des combattants qui sont à l'UFC, qui sont au Bellator, qui sont dans les gros PFL, les grandes organisations. Et c'est juste un combattant parmi tant d'autres. Il suit l'entraînement, voilà, il suit la vague et dès qu'il a fini, il rentre chez lui. Tu préfères quoi, toi, sur les deux options? Sur les deux, j'ai envie de te dire, je préfère un peu des deux, tu vois. Parce que moi, je suis Ouais. adepte du changement des sparring, d'avoir d'autres personnes, de tester avec d'autres personnes. Après, Mhm. comme tu dis, dès lors que tu es dans une grande structure où c'est l'UFC, où c'est tous les combattants de l'UFC, et qu'on ne donne pas d'importance, c'est-à-dire il n'y a pas un réel suivi pour le game plan, il n'y a pas un réel suivi pour ta préparation, j'ai envie de te dire, voilà, quoi, c'est du sparring, tu vois. Ouais, t'es un Après, combattant parmi tant d'autres. voilà. Donc, si à partir du moment où il y a un suivi, je te dis OK. Mais s'il n'y a pas de suivi et que tu es un combattant parmi tant d'autres et qu'au final, tu fais que sparring et qu'il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de cours adaptés, entre guillemets, à ton game plan, j'en vois pas l'intérêt. Après, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, dès lors qu'il n'y a pas un suivi réel, j'en vois pas l'intérêt. Ouais. Pour préparer un camp, je parle. Moi, je suis d'accord avec toi. Je dirais partir à l'étranger, voir un autre cadre avec d'autres combattants, d'autres coachs, voir les méthodes d'entraînement. C'est super enrichissant, mais quand c'est des grosses structures, voilà, où t'es un combattant parmi tant d'autres, que tu as un combat préparé. Je sais pas vraiment s'il y a un plus, hein. Moi, j'ai vu Faresiam, là, quand il était aux États-Unis, là, quand il est resté quelques semaines, je crois, il est resté presque 2 mois. J'ai vu ses combats à l'UFC juste après. Bon, là, il a gagné dernièrement à l'UFC Paris. Mais je sais pas, quand tu voyais ses vidéos, ses sparring, c'était un combattant parmi tant d'autres, alors qu'il préparait. Voilà, c'était son dernier combat, enfin, le dernier fight sur son contrat, c'était son troisième ou quatrième. S'il perdait, c'était un gros enjeu, tu vois. Ouais. Euh, et partir comme ça avec un, comment dire ça, Ali Abdelaziz, là, le manager là, de Khabib, enfin, de Kamaru Usman, le top du top. Moi, pour moi, c'est trop gros, tu vois, c'est trop gros, c'est n'importe quoi parce que le mec il y a tellement du top fighter que toi, t'essayes de te faire un petit nom, t'as pas la même considération, tu vois, il y a deux poids, deux mesures. Et Mmh. partir comme ça, à l'étranger, dans un pays, la langue, elle est différente, la structure en elle-même, elle est différente. Moi, enfin, pour préparer une échéance, je pense que c'est mieux de rester dans ta team, faire des sparring, quitte à faire venir des sparring de qualité, mais partir comme ça, loin, je t'ai dit, hein, dans une grosse structure, avec un gros management, quand tu n'es pas un top player, tu grilles les étapes, hein. Et la preuve, Ah, il a fait son camp peut-être qu'ils prennent d'entraînement. ça pour se rassurer, pas pour se rassurer, mais pour avoir de l'assurance en plus pour leur combat, tu vois. Ils se disent: «J'ai tourné avec du niveau, je vais arriver le jour du combat, je vais être bien parce que j'ai goûté au dur», tu vois? Donc après, Mhm. chacun a sa manière de penser en vrai. Tu vois? Peut-être que le fait de s'entraîner là-bas, ça lui a mis de l'assurance, tu vois? Ouais, ouais. Après et voilà, moi je suis d'avis à ouais, faire venir les sparring, travailler avec certains sparring ou aller travailler un thème précis que tu dois appliquer dans ton game plan. Là, je suis d'accord, tu vois? Ou rester chez soi et ramener les bonnes personnes. Voilà, je pense que ça, c'est un bon truc. Quand tu prépares un entraînement, après, hors compète, hors camp d'entraînement, partir dans un pays à l'étranger, voir ce qui se fait, ouais, pourquoi pas. Mais quand tu prépares un truc décisif, c'était son dernier combat. S'il perdait, tu vois, il dégageait, quoi.
il y avait quand même de l'enjeu pour lui, tu vois. Est-ce qu'il y avait de l'enjeu pour son management ou sa nouvelle structure? Ça, je sais pas, c'est des questions qu'il faut se poser, hein. Mm. Et la preuve, regarde, il est resté en France, là, pour l'UFC Paris, il a fait son camp d'entraînement en France, il est allé sur Paris, chez Daniel Warin, il est allé un peu partout, sur Lyon et tout, et il a bien performé. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment la dalle, ça se voyait à sa tête, il était déterminé, tu vois, à son retour. Mais c'est de là où on en vient à te dire qu'on n'a rien à envier à l'extérieur. Ouais, 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 bien sûr. Hop. Est-ce que t'as eu, enfin, est-ce que SB, quand on est combattant professionnel, il faut être un peu égoïste, penser qu'à soi-même. Quand toi, tu gères plusieurs combattants qui font de la compète à un très bon niveau, est-ce que tu es déjà tombé sur des problèmes, voilà, pas de jalousie, enfin, un peu de jalousie, mais pas à gros niveau, mais où tu faisais plus de différence, où des combattants ils se sentaient plus en retrait que un certain petit chouchou ou quoi que ce soit. Tu penses qu'un combattant, pour performer, il doit être un peu égoïste? Bah, en fait, je t'explique. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut être égoïste. Après, je peux comprendre. Mais moi, chez nous, tu vois, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire, Mhm. la personne qui est meilleure que personne. Dès lors que quelqu'un doit combattre ou a une prépa à faire, tout le monde participe à sa prépa. De loin ou de près, peu importe. Si c'est la même KT, c'est de près. Sinon, c'est de loin. Il va supporter, il va aider. Et, et je pense que c'est ça qu'on a réussi à apporter au club. Et, Ouais. et le fait, des fois, les combattants, c'est nous, on pense qu'ils sont égoïstes et qu'ils veulent que la lumière sur eux. Regarde, les combattants, tu les as chez moi, ils s'entraînent tous ensemble. Il n'y en a pas un qui veut tirer plus la couverture vers lui ou tout se passe bien. Et je pense que des fois, quand tu les mets sur le même pied des stades pour tout le monde, ben, il n'y a aucun problème. Pourtant, tu as vu, j'ai plus d'affinité avec Mustapha. C'est mon petit Ouais, pote, c'est ouais, c'est depuis des années, ça, depuis tout et, petit. et à l'entraînement, il est logé comme tout le monde. Et, Mhm. et à partir du moment où ils partent en prépa, peu importe, hein, ben, on essaye entre guillemets, les chouchouter et de les mettre à l'aise de manière à ce qu'ils soient bien à l'entraînement, pendant la prépa et le jour du combat. Ouais. Tout le monde à la même enseigne. Et il y a une part un peu voilà, il faut être un peu égoïste, quoi, quand on est combattant. Revenons à Mustapha, le petit poulain, alors, le petit poulain Mustapha Aida. Comment tu l'as connu déjà, Mustapha? Depuis tout petit, comme tu as dit, hein. C'est du même quartier? Ouais, c'est même quartier, même famille, même rue, même tout, tu vois. Même tout. Ah, ouais. Et, et ça s'est fait comme ça. C'était un petit qui avait faim. euh, et je me rappelle, on lui a dit, écoute, si tu veux devenir pro, tu as des sacrifices à faire. Et Comme quoi? ouais, c'était dormir tôt, c'était de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et c'est ce que je dis à tout le monde, tu vois, pour tous ceux qui me parlent de lui. Je n'en parle pas directement avec lui, mais tu regardes Mhm. jeunesse, lui, il a passé son temps à la salle. Il Ouais, a fait, ouais. il s'entraîne 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et c'est ça depuis tout petit. Ça veut dire, il a fait que s'entraîner. Et c'est normal pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit là où il est là. Oui, et maintenant. Et, t'avais remarqué quoi en lui dès le début, avant qu'il fasse de la compète, avant qu'il devienne professionnel? Il y avait quoi en plus, Mustapha, par rapport à d'autres petits jeunes que tu voyais à la salle? Sa détermination. Il était. Il était déterminé. Il savait ce qu'il voulait, il savait où il voulait y aller. Et, et par tous les moyens y aller. C'est-à-dire, s'il fallait aller à pied, il allait à pied. S'il fallait un entraînement sous la pluie, il allait sous la pluie. Il était qui- déterminé. Ouais, il savait ce qu'il voulait faire. Dès le Déterminé. début, dès ses débuts à la salle, il savait. Bah, au début, non, je pense pas, parce que lui, à la base, il était venu plus pour pratiquer un sport, perdre un peu de poids, tout ça. Mais Mhm.
Mais dès lors qu'il a commencé à progresser, qu'il fait le sport, il a totalement changé. Ouais, il s'est mis ouais, une hygiène de vie pour que ça va dans son sens. Voilà. Et là, il y avait le dernier combat qu'il a fait à l'ARES, c'était à l'ARES 6, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, contre un mec du NR Fight, comment il s'appelle Joe. Comment il s'appelle le chef là, qui a battu Léopold, Léopold, voilà. Ouais, Léopold. la Euh, Chiappa, il y a de la Chiappa. ouais, de la Chapa, c'est pas du NR Fight, lui. Ouais, Ouais, au NR, je sais plus. Ouais, je crois qu'il s'entraîne aussi au NR. ouais, ouais, bon. Ouais. Et à la fin, il y a eu il y a eu un petit buzz après sa victoire avec le commentateur où il a fait un petit appel du pied à Taylor Lapillus. Et, ça a fait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de médias qui parlaient de ce call-out. Et est-ce que on veut savoir la vérité, SB? Est-ce que c'était du buzz, tu vois, voilà, via le combat la demande de combat sur Taylor Lapillus, ou c'était vraiment, vous pensez qu'il était, Ah, il est capable, il veut combattre Taylor Lapillus. en fait, pour être clair avec ça, tu vois, c'est un compétiteur. Mustapha, c'est un compétiteur. Et, Mhm. et un compétiteur, je peux comprendre, c'est qui son objectif, c'est de prendre les meilleurs. Et, Ouais. et à ce moment-là, c'était Taylor qui avait la ceinture, c'était le meilleur. Et, euh, et voilà, après, Taylor Lapillus, qu'on rappelle, c'est le numéro 1 des bantams français. C'est ça? ouais, c'est ça. Et, euh, et non, parce que lui, c'est un compétiteur, et dès lors que tu es compétiteur, tu as envie de prendre les meilleurs. Après, c'est soit deux choses. Ce qui lui est reproché souvent, c'est de ne pas pouvoir mettre le paquet sur ses réseaux sociaux. Ouais, Et, justement, en parlant des réseaux, je te coupe, SB. Est-ce que quand on est professionnel, au niveau de Mustapha, où il y a du potentiel, est-ce que les réseaux sociaux, ça doit faire partie voilà, du combattant, d'avoir une marque, d'avoir un nombre de followers, une fanbase pour sa carrière, tout simplement, que ça peut bien le monter, hein. en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'on arrive à une époque où tout il se compte aux followers, tu vois. Et, Ouais, euh, c'est ça. certes, c'est important pour un combattant d'avoir des réseaux qui sont bien utilisés, Ils sont euh, suivis. suivis, voilà, bref, il y a plein de choses. Je peux comprendre, mais le cas de Mustapha, je le comprends aussi. C'est quelqu'un que il s'entraîne, il passe son temps à s'entraîner. Euh, T'en as, ils vont faire un entraînement, ils ont fait 15 photos et 15 posts, tu vois. Et Mhm. c'est quelqu'un qui poste peu. Et, et même en ayant parlé avec lui, et moi je suis d'accord avec lui. Euh, Il n'y a pas le temps. c'est pas ça, c'est pas une question de temps, c'est t'as des Il y a pas le réflexe. Il y a pas ouais, le. même, c'est une question de Il y a pas priorité, c'est une le. question de priorité. Lui, il veut faire de la performance. Ouais, Il préfère la performance aux réseaux sociaux. Et ça, c'est normal. tu vois, il réfléchit comme un adulte, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais, comme un combattant, ouais, ouais. Comme un Est-ce pro. que l'inverse, est-ce il serait à ce niveau-là? C'est-à-dire s'il serait 24 heures sur 24 sur les réseaux, est-ce qu'il aurait performé de la même manière? Est-ce qu'il sera à reste? Tu vois, Mm. après, je pense que c'est vrai, bah, il fait un peu plus d'efforts là sur les réseaux, mais je me dis que c'est pas la priorité. Et lui aussi, il pense pareil. Et il a raison. Ouais, ouais, ouais. Ah, forcément, c'est le sportif Mais en premier. on arrive à une époque où sans réseaux sociaux, bah, Bah, c'est c'est pas grand-chose, tu vois. bah, c'est ça. Les bonnes organisations européennes, mondiales, ils regardent beaucoup eux aussi, même si tu es un champion dans ta caté, ils regardent beaucoup voilà, ben, les réseaux sociaux, hein, la fanbase qui te suit, voilà, qui permet de te matcher avec d'autres fighters. On voit le plus gros exemple pour moi, hein,
C'est Paddy Pimblett à l'UFC en 77 kilos. Pour moi, c'est un combattant sans plus. Hein. Franchement, dans 77 kilos, il y en a 1 million qui sont plus forts que lui. Pour moi, à l'UFC, je parle. Hein. Je parle pas de Cage Warrior, de PFL ou quoi que ce soit. Ou c'est une poule aux odeurs pour l'UFC, Dana White, parce que il me semble, je sais pas, il est suivi par plus de 3 millions sur Instagram ou YouTube ou un truc comme ça sur Twitter, bref, et il fait gagner beaucoup d'argent à l'UFC quand il y a eu des UFC London, tu vois. C'est une poule aux odeurs pour l'UFC. Par contre, quand il combat aux États-Unis, c'est bon, mais c'est pas le jackpot, tu vois, c'est pas le casino. Mais quand il fait des combats à Londres surtout, quoi, il a demandé un à Liverpool. Même si son niveau et les adversaires qu'il lui mettent, c'est pas du top 15, il fait guichet fermé, tu vois. Ouais, c'est très bien. Et Après, c'est malheureux. après, ouais, c'est une époque. C'est une époque où tout il passe sur les réseaux et les réseaux ils passent avant tout, tu vois. Ouais. SB, tu as une genre de, voilà, de partenariat, d'alliance avec la BTT de John Pelletier. C'est quoi l'alliance, justement? C'est quoi le partenariat entre les deux? Si tu as envie de dire, hein, si tu veux que ce soit tabou, tu as le droit de dire voilà, non, juste on Bon, travaille ensemble. Hein? ouais, on travaille ensemble. Ouais. Après, moi, avec Guillaume, il y a une confiance que j'ai pour lui et qu'il y a pour moi depuis un petit moment. Ça Euh, fait combien de temps que tu travailles avec lui? ça va faire, je sais pas, au moins 5 ans, 6 ans, Mhm, ça voilà, va. au moins. Et quasiment tous tes professionnels, toi, ils sont chez lui? Ou bien tu as d'autres professionnels qui sont Ah non, managés par une autre équipe, d'autres équipes? ben là, une grande partie, ils sont chez lui. Après, j'en ai qui sont dans d'autres équipes. Mais ouais, non, chez lui, t'as Abdel, t'as Rouskov, Abderrahmane Driaye. ouais, t'as Quentin Rouskov, t'as Mustapha, t'as Salim Moussaïdi Bison. euh, Il y a Brandon aussi avec lui. Il y a même certains amateurs. Tu as vu, tu as des petits amateurs qui sont aussi avec lui. Tu as Ethan et tout ça, sont avec Ouais, lui. Ethan Forêt. Ouais. Et après, il est professionnel. Franchement, sur son travail, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un de très professionnel. Il gère son taf à plein temps. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas un manager qui, la journée, qui, tu qui vois, fait d'autres choses. il fait d'autres choses. Bref, il fait son taf il remarque, franchement, il n'y a rien à dire. Tu, Ouais, il fait. tu veux un des meilleurs exemples, il a pris Abdel, il a ramené loin, il est à l'Octagone, il a pris Mustapha, il a ramené à l'Ares, il a pris Quentin, il l'a ramené partout, tu vois quoi, Ouais, ouais. au KSW, au BKB, Barnacle, ouais. et franchement, il est très professionnel. Donc, il n'y a rien, tu veux, sur ça. Totale confiance. Franchement, Et ouais, parce que on n'a jamais eu de problème. C'est quelqu'un de pro, il nous fait confiance aussi. Il voit qu'on est professionnel. On se dit les choses. Quand ça va, on se les dit. Quand ça va pas, on se le dit aussi. Tu vois, c'est bien. C'est quelqu'un de réactif. Donc, il y a rien à dire. et justement, les relations coach principal et manager. Faut que ça travaille bien, faut que ça s'entende, faut que ça se dise les choses, faut pas qu'il y ait du cache-cache. Est-ce que des fois, le manager ou peut-être même le coach peut prendre la place de l'un ou de l'autre, des fois, sans s'apercevoir, tu vois? Genre, toi, quand tu es dans un coin, pendant une compète, tu es dans un coin où l'avant-combat, des fois, tu as pas l'impression, enfin, si c'est déjà arrivé que le manager prend ta place à toi, je sais pas, donne des conseils au combattant qui va se préparer ou Non, et toi, tu mets genre un stop, dis, moi, joue ton rôle, moi je joue le mien et ça non, ira non. mieux. Après on connaît notre taf. Ça veut dire, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des coins avec Guillaume. Ça s'est passé top. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu sais que le gars, c'est son taf. Il sait ce qu'il fait.
il sait ce qu'il dit et ça se passe très bien. Et après, le manager, il n'est pas forcément là à tous les combats. Et ça n'empêche pas que des fois, c'est lui qui accompagne quelqu'un. Et c'est pareil, tu as vu, il y a une confiance. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de souci. Tant mieux, c'est bien. S'il y a une bonne entente cordiale entre les deux, le Voilà, manager, c'est le il n'y a, principal. y a rien à dire. Euh, à la team AFC SB, c'est qui tes futurs? Bon, tu as plein de combattants professionnels. Je fais un petit rappel, hein. Enfin, déjà que moi je connais Abderrahmane Driaye, Quentin Ruscos Domingos, Mustapha Haïda. Il y a qui encore? Il y a Bison. C'est quelqu'un que je connais un peu de Allez, loin. Je connais pas. Ouais, Salim. T'as Karim. Karim, il y a Anthony Salamon, Anthony Salomon, c'est vrai, qui est au PFL. Ça, c'était combattant confirmé, professionnel. il y a C'est Smaïl Wafi, qui? il y a qui d'autre? Bref, on en a 8 ou 9 des combattants pro. Ouais, une petite dizaine en professionnel. En amateur, il y en a beaucoup. On les voit partout sur les réseaux sociaux. La FC, chaque week-end, elle est un peu partout. Elle est en Belgique, elle est sur Paris. Voilà, elle est dans les quatre coins de l'Europe. Euh, Qui, dans ton équipe, là, en jeune, en amateur, que tu vois bien avoir une belle progression s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de soucis voilà, personnels, qui tu vois comme futur bon prospect qui a normalement devrait avoir une bonne carrière? Déjà, là, il y a Brandon, celui qu'on disait Brandon. au début, ouais, Brandon. Brandon, où il va passer amateur sûrement prochainement. Pro, excuse-moi. Et, Mhm. et on a aussi Saint-Cyr qui devait passer pro, qui devait combattre dernièrement, il n'a pas pu. Il y a un petit souci. Et, À l'Arena sur Passe. ouais, c'est ça. Il y a un petit souci au niveau du poids de son adversaire. Ça n'a pas pu se faire. Et on a une armée d'amateurs qui arrive, mais de Ouais. très haut niveau. Que ce soit Louis, que ce soit Robin, que ce soit Sofiane, que ce soit Samy, que ce soit l'équipe Walid, Kalis. Bref, il y a une équipe d'amateurs et on les garde au top match. Encore au chaud Ouais, et on les sortira quand il sera en temps voulu. ouais. C'est quoi les futurs projets de la team AFC? Comment que ça va se passer? C'est quoi? Tu veux rester là comme là, c'est parfait. On est sur la même voie, on roule à 150. Ou à un moment, tu veux te mettre sur la voie de gauche et tu veux passer les 200. Là, pour le moment, je crois qu'on est déjà à 200. Tu vois, parce Attention au que radar. ouais, on a été surpris par le monde qu'on a ramené à la salle. Ouais, j'ai vu les vidéos là en septembre. C'est la folie furieuse, hein. Et, Il y a du monde. ouais, ouais. On essaye déjà de gérer la vague, mais il y a énormément de projets, tu vois, qui nous permettront de passer à voire 300. Donc, on attend juste le bon moment pour les faire. C'est sur la quatrième voie de gauche, hein. Voilà, Ah, après, c'est l'avion. Après, il faut être voilà. dans les airs. Après, le bitume, il ne sert plus à rien. Donc, ouais, il y Et a des projets, on les sortira en temps voulu. Inch'Allah. ouais. Et Sofiane, on a passé je crois, une petite heure ensemble là, à parler de toi, de l'AFC, de tes fighters, ta vision en tant que coach. Moi, je suis très content de t'avoir eu sur le podcast, l'interview, hein. Carrément. Euh, Merci. Est-ce que voilà, tu voulais rajouter un truc où j'ai peut-être zappé, j'ai zappé quelque chose ou quoi que ce soit, hein, dis si tu veux ajouter un truc, je sais pas, sur des projets, sur c'est quoi les futures échéances là qu'ils arrivent pour les fighters là, les pros? Il y en a les pros. Ouais, les pros, Les comme pros, Salomon, comme Selim, comme Mustapha, comme Salamone qui est au PFL, donc on attend la prochaine date. Euh, mhm. Il y a Rouskov qui combat en décembre au BKB.
Et lui, il alterne, en fait, en parlant Ouais, de Ruskov, il alterne MMA et bare knuckle, il alterne. Je sais pas la vidéo, tu la sortiras quand, mais normalement, début de semaine. il y a une date en MMA avant. Ouais, même avant. Ouais, normalement, il y a une date en MMA avant. Il y a Abdel qui combat en République tchèque à l'Octagon. Ah, ça fait longtemps, hein, Abdel, hein, ça, enfin, j'étais impatient de, voilà, de savoir quand est-ce qu'il va combattre. Ouais, avec quelques blessures, il y avait quelques blessures à régler et là, ça va mieux. Donc, tu as lui à l'Octagon. Normalement, il y a l'European Beatdown qui arrive prochainement. Ils Euh, reviennent, ça y est, en Belgique, là. Ils reviennent le 3 décembre, normalement, en Et Belgique. comment ça se fait, je vais faire un podcast avec Laurent, là. Comment ça se fait qu'il y a eu tu sais pas, une si longue coupure, là? Après le Covid, il a baffé un peu tout le monde, hein, je pense, tu vois. Ouais. Le Covid, parce que je sais pas si tu t'en rappelles, c'était au début, il devait avoir une date. Covid a Après, c'est. été, après après ils ont essayé de relancer le truc. Il y a eu refermeture des salles. C'était compliqué un peu. Ouais, ouais, il a vraiment Même attendu que tout que soit OK. des fois, tu allais dans d'autres pays, il y avait des restrictions, donc tu pouvais pas t'entraîner. C'était compliqué d'avoir des combattants. Bref, et là, ils reviennent en décembre, normalement, début décembre. 2022, là. Ouais, Ouais, cet hiver, quoi. le Et 3 normalement, et je crois, après, c'est tout. Après, il y a Arès, Mustapha. Il qui reprend combat, vas-y, le 8 décembre à Arès. face l'ancien adversaire de Taylor. Comment il s'appelle, là, l'Afrique du Sud, là, ouais, un bon test aussi. Mustapha, tu penses que après cette étape-là, il y a moyen de faire un combat pour le titre si tout se passe Normalement, bien contre eux? c'est ce qui était prévu, le gagnant passe pour le titre. Inch'Allah, on lui souhaite à Mustapha. Donc voilà, AFC dans les bacs, hein, toujours Abdelrahman Driaye à l'Octogone, Mustapha à l'ARES au mois de décembre. J'ai oublié, t'as dit Quentin Domingos en BKB, en bare knuckle, mais juste avant ça, il devrait combattre en MMA. Et Et Arabie justement, lui, c'est pas trop difficile, justement, de faire des transitions comme ça, MMA, bare knuckle, parce que les entraînements, après, c'est plus le même. Il y a ouais, plus. après, il les adapte, mais non, je vois qu'il C'est il prend du plaisir et qu'il gère le truc, donc ça va. c'est boucherie, hein, BKB, de la Ah, bare knuckle, hein. j'y Ah ai ouais. été pas longtemps, ouais, c'est un Ah monde. ouais, laisse tomber, hein. Et tu sais que le bare knuckle, là, l'organisation, le bare knuckle, apparemment, ce serait le sport de combat. Je pense pas le sport en général, le sport de combat qui a la plus grosse croissance. Je sais pas, ça doit faire 2 3 ans là, qu'ils font enfin, ils font Ouais, du bare knuckle. Mais la croissance depuis que le bare knuckle existe, c'est la discipline qui monte le plus, qui a plus de. ouais, franchement, ça a monté rapidement. Combat à main Ah nue, ouais. rapidement, ouais. Mais c'est chaud, hein, t'es photos, c'est chaud, hein, bien comme ça, l'abordage. Il n'y a pas de stratégie là. Ah, ça va faire, ça va. Ah ouais. Vrai, tu fais des combats de barnacle. Le MMA, c'est du petit lait, hein. Ouais, non, franchement, ouais. Après, les plus légers sont un peu plus techniques, tu vois. Mais chez les lourds, ça tape. Ah ouais. Sur n'importe quel coup, tu peux finir allongé, en vrai. Bah ouais, il n'y a pas de marche arrière et je pense que je sais même pas si ça a déjà fini le deuxième round, admettons, tu vois. C'est des rounds de combien de minutes, ça? 2 minutes. 2 minutes. 3 x 2. Donc là, c'est pas la même gestion d'un combat de MMA, là. Je Ah, pense que les 2 minutes, tu dois débiter, là, le plus vite possible. 3 x 2 minutes. Ah, bah ça va. Donc voilà, hein, on a fait le petit podcast avec SB, hein, coach principal de la team AFC. Très content de t'avoir eu sur le podcast. On te souhaite voilà, le meilleur, hein, SB, toi, ton futur et tes combattants. Je mettrai tous les liens de la team AFC, Instagram, Facebook sur la description. Donc, n'oublie pas, si vous êtes passage voilà, dans le Nord, si vous voulez pratiquer du MMA, que ce soit en compétition, en loisir, juste comme ça de passage,
venez à l'AFC, vous allez voir, il y a des coachs diplômés d'État et fédéral. Il y a toute l'infrastructure et voilà, il y a une cage, des murs avec des sacs de frappe, il y a plusieurs coachs, vous serez bien, bien accueillis, il n'y a pas de souci. De toute façon, tout est sous la description du podcast. Sofiane, je te remercie, SB. Et moi, On se verra bientôt, Inch'Allah. J'ai rien oublié, toi aussi, tu n'as rien à rajouter. non. Allez, on se laisse et au plaisir, SB. Merci. Merci à toi.